m'excuserez, mesdames, messieurs, excellences, chers invités, de me présenter de la sorte et surtout que les personnes qui ne s'y retrouvent pas veuillent bien me pardonner parce que c'est une œuvre d'art qui n'est pas encore terminée. Et je continue de l'agrémenter. À chaque exposition, j'ajoute une médaille de plus. Et donc, je me décore moi-même, j'ajoute des médailles à ma veste. Voilà. Alors, vraiment, je remercie sincèrement le professeur Zidanedine, le professeur Hélène Siamel et tous les intervenants qui sont passés sur ce plateau parce qu'ils m'ont facilité la tâche. J'avais des choses à dire et à chaque fois, c'était entrecoupé. J'allais parler comme, j'allais faire une petite citation, je n'ai plus rien à dire, mais devant autant de choses, j'ai du mal à me taire. Alors, il me faut simplement rappeler que depuis 5 siècles, l'Europe et l'Afrique se fréquentent, se tolèrent, sans vraiment accepter de se connaître. Que de malentendus, que de collaborations ratées et de dialogues de sourds. L'exemple de certains coopérants en Afrique noire, qui ne connaissent l'Afrique que dans les guides touristiques, est encore présent dans nos cœurs. Mais à l'opposé, beaucoup d'Africains, des Africains qui croient que tous les Blancs sont de moralité irréprochable et riche, ces Africains sont encore nombreux dans nos villages. L'art du continent noir traîne derrière lui des idées préconçues, nées du passé. Les empreintes de l'homme sauvage, inadapté au progrès, à l'exotisme, du paradis retrouvé par Bougainville, restent encore d'actualité. Certains artistes du continent noir voudraient bien assumer cet héritage, mais comme on disait tout à l'heure, il faut encore qu'ils puissent en donner les moyens. Alors je vais faire une petite citation, assez longue d'ailleurs, de Jean Laude, qui, comme vous le savez, a été professeur à l'Université de la Sorbonne. Et je prends cet exemple parce que justement c'est un exemple qui vient d'Europe. Et je voudrais simplement vous dire qu'il est inutile de nous sentir, il est inutile qu'on se sente agressé par ce que je vais dire, parce que vous et moi, nous ne sommes que des héritiers et nous essayons d'assumer cet héritage comme nous pouvons. Et nous devons l'assumer avec beaucoup de sincérité. Et il est bon, comme M. Payot le disait tout à l'heure, il est bon aussi que nous, intellectuels, nous assumons d'abord cet héritage avant de rentrer dans les quartiers et programmer nos enseignements. Le professeur Jean Laude donc disait « Le singulier destin que celui de l'art nègre, successivement objet de curiosité, puis de dédain et de mépris, bientôt document ethnographique, soudainement promu par la volonté de quelques artistes modernes à la dignité de source d'inspiration, aujourd'hui enfin négocié et recherché par des amateurs de plus en plus nombreux, la sculpture africaine a vu en 5 siècles se poser sur elle des regards fort distincts, contrastés, avant d'entrer dans le panthéon de l'art. Aujourd'hui, l'art nègre est au Louvre. On a construit un grand musée qui s'appelle le musée du Quai Branly. Dans ce musée, il y a une maxime très célèbre, là où dialoguent les cultures. Dans ce musée, j'ai officié pendant 3 ans en qualité de chargé de mission, chargé de conférence, et j'ai pu rencontrer énormément de monde. Et j'ai pu dire le peu que j'avais à dire. Donc l'histoire de ces regards, je continue donc Jean Laude, l'histoire de ces regards est instructive. L'examen des arts de l'Afrique noire n'en peut tout à fait être dissocié, par 2 fois. Dans le dernier quart du XVe siècle et la seconde moitié du XIXe siècle, l'Occident se porte vers l'Afrique, et par 2 fois, le dialogue tourne court. La rupture se consomme dans le sang, ou s'enlise dans un profond mutisme. Il est dans l'histoire des hommes
peu de malentendus, qui furent aussi tragiques. Les causes n'en furent peut-être pas si agissantes que si, parce que les circonstances les rassemblèrent au même moment en une seule constellation. La soif de l'or, la volonté des puissances de l'Europe, la découverte d'une autre humanité, les crises économiques, l'affrontement de deux civilisations campées chacune dans son originalité. De telles raisons peuvent être invoquées lorsqu'on cherche un sens à ce durable, à ce profond, à ce croissant mépris dont jusqu'à une époque encore récente, l'Afrique fut encore l'objet. Lorsqu'on cherche une explication aux conquêtes, à l'esclavage, à la colonisation, et j'en passe. Je ferai simplement un petit constat. Lorsque, en 1943, Jean-Claude écrivait ses textes, il faut savoir que la France tout entière était mobilisée pour chercher une sortie humaine, la sortie la plus honorable, la plus humaine possible à la terrible guerre contre l'idéologie nazie. La France entraîna avec elle une grande partie des nations occidentales et celle des autres continents. De mémoire d'homme, ce fut la guerre la plus fratricide que la Terre ait jamais connue jusque-là. Les innombrables victimes innocentes de cette barbarie, il faut malheureusement compter aussi des milliers de braves paysans africains, illettrés, arrachés à l'affection de l'air, loin de leurs terres ancestrales. Eux qui avaient l'ambition de libérer la France des griffes de l'envahisseur, le plus terrible des ennemis que le genre humain n'ait jamais connu. Ennemis au même titre que les négriers, marchands d'esclaves, face à leurs victimes, sur les bateaux au milieu des flots ravageurs de l'océan Atlantique. Je comprends mieux, ici, ce que disait donc le poète, écrivain, penseur martiniquais Édouard Glissant, arrière-petit-fils d'esclaves, des esclaves des champs de canne à sucre des Caraïbes, qui écrivait ceci à propos du Nigeria. Vacances de la possession de la terre, d'où grandit un puissant vœu de connaître. L'attention chaotique, inclination à un tout dont on veut être, puisqu'on s'en sent partie. La mesure n'est pas raison ni ouvrage, simplement la raison. Elle est choix. Choix par quoi l'être finit sa liberté au monde et se propose d'y partager. L'être est moderne avec soudaineté. Il tend vers le monde, mais avec passion. Il vit la mesure de la démesure. L'être qui jaillit de la démesure arrache par combat le droit à la mesure. La nation est inspiration, respiration. Fonder sa parole. Je citais là donc Édouard Glissant. Nombreux sont donc ces hommes qui, amenés là pour sauver d'autres hommes, et perdirent la vie. Et là, je me suis mis à rêver un tout petit peu, mais ce que je vais vous dire, c'est par ironie. J'ai essayé d'ironiser donc sur les tirailleurs. On sait qu'à cette période-là, tout soldat noir était tirailleur sénégalais. Et voilà donc ce que je pensais, ce qu'on disait de ces tirailleurs. Ce n'étaient que les tirailleurs, pauvres bougres. Ils se prenaient aussi pour des soldats, des vrais soldats. Ce n'étaient que des éclaireurs. Quand ils revenaient vivants, on les décorait, caporal ou sergent, tout au plus et rien de plus. Inexpérimentés à l'art de la guerre, ils tiraient presque toujours à côté de la cible. C'était des tirs ailleurs, ils tiraient ailleurs. Il faudrait bien qu'ils repartent chez eux, ces tireurs venus d'ailleurs. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps et que j'ai beaucoup de choses à vous dire finalement, parce que je constate que dans mes papiers, j'ai encore des choses à vous dire, je vais essayer de vous épargner d'autres
quelques chapitres pour en venir à notre projet qui nous intéresse ici, c'est-à-dire la recherche de la paix. Vous voyez, je pensais aussi que l'art, plutôt la paix, ne se décrète pas. Elle se fait. C'est ce que je disais dans mes interviews. Nous ne voulons pas ici faire encore un débat de plus. On a assez parlé de la paix. Il est temps qu'on le fasse, cette paix. Mon collègue et compatriote, l'artiste plasticien Ogro Fulgence Diamba, en prenant l'initiative d'organiser cette exposition internationale sur le thème de la paix, ne s'affiche-t-il pas comme un artisan de la paix? Il est vrai, le public nous attend moins sur ce terrain, habituellement réservé aux politiques. Mais la recherche de la paix ne doit pas être une exclusivité de seuls politiciens. Les artistes, acteurs culturels, l'a dit tout à l'heure, ils l'ont dit, mes prédécesseurs, les artistes, acteurs culturels de la cité, sont des témoins privilégiés du temps qui passe. Il est à ce titre un impérieux devoir d'être des femmes et des hommes actifs, ouverts sans aucune concession sur tous les domaines de la vie publique. La politique est un des domaines qui n'a jamais laissé aucun artiste indifférent. Je voudrais donc ici vous parler de ce que l'art peut faire. Que peut l'art? C'est le titre d'un texte du professeur Jean-Marc Lachaud. Ce texte qui vient de paraître dans la revue, la dernière revue, le numéro 19 donc, de la revue du Sénat. À ce titre, que peut l'art? Moi je pourrais même ajouter, que peut faire l'art de plus pour la paix? Que peut faire l'art? L'éminent professeur de philosophie, donc, le professeur Jean-Marc Lachaud, explique que l'art est avant tout un engagement. Cet engagement est artistique, mais peut être aussi politique. On ne va pas reprocher à un artiste de faire la politique en faisant son art, parce que son art est d'abord engagement. Cet engagement, donc, souvent, l'art dérange le politique. L'art dérange les règles établies. Les règles donc établies pour la société. L'artiste est anticonformiste. Par sa puissance rebelle, nous explique le professeur Jean-Marc Lachaud, l'art a la capacité de révéler le caractère inacceptable du monde. Que des artistes veuillent répondre à des questions que personne ne l'a posées, cela ne date pas d'aujourd'hui. En 1814, je vais caler l'image et puis je vous le dirai. Parce que ce n'est pas celle-là. Voilà, c'est celle-ci. En 1814, quand l'espagnol Francisco Goya peint un tableau intitulé Tres de Mayo, on observe avec terreur la répression brutale et violente de l'armée française sur les Espagnols. C'était le 3 mai 1808. Et ensuite, donc c'est ce tableau que vous pouvez voir. Donc on peut voir donc l'armée française face à des gens qui lèvent le bras et qui ont les mains nues. Ça n'a fait que choquer. Ici, c'est un tableau assez récent. De Delacroix, Eugène Delacroix. Ce tableau a été peint en 1863 et ce tableau rappelle les événements qu'on appelait les Trois Glorieuses
le 27, le 28 et le 29 juillet 1830 à Paris, où il y eut une répression brutale sur les manifestants. Alors, je reviendrai un tout petit peu en arrière pour vous montrer à présent ce tableau. Ce tableau, donc, intitulé Le radeau de la Méduse. Il est de Théodore Géricault. Les circonstances dans lesquelles ce tableau a été peint sont les suivantes. C'était l'inexpérience coupable d'un officier de l'Ancien Régime qui n'avait pas navigué depuis 20 ans et qui prend les commandes d'un navire à bord duquel il y avait 150 soldats. Il ne put donc empêcher que le bateau s'échoue sur un banc de sable. Il va y avoir donc des naufragés. Et du nombre de 150 soldats, il n'y aura que 10 survivants. Et cela est dénoncé aussi par un artiste. C'est donc Théodore Géricault. Donc nous avons vu ici la liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix. Et en décrivant ce tableau, on retrouve ici l'image de Gavroche, cet enfant qui n'a rien demandé à personne et qui se trouve là devant les événements. Et on retrouve aussi ici la femme, l'innocence même, avec le sentiment le plus humain possible. Elle brandit le drapeau. Elle est dans la tête de la troupe qui manifeste. Enfin, je vais citer quand même un de nos contemporains, parce que certaines personnes, certainement dans la salle, ont dû connaître quelqu'un qu'on appelle Pablo Picasso. Donc ça, c'est le tableau que je viens de vous montrer ici, c'est Manet, Édouard Manet. Et vous voyez aussi ici les effets de la violence sur des innocents. Alors, le tableau, celui-là que je voudrais commenter, donc c'est un tableau intitulé Guernica. Un seul regard de son œuvre suffit pour entendre les cris de détresse d'une population agonisante, meurtrie par la brutalité extrême des bourreaux qui se prenaient pour des militaires. Rien sur la terre ne peut justifier l'attaque d'une petite ville par 44 avions de l'aviation nazie, allemande, et 13 avions des fascistes italiens de cette époque. Vous et moi, nous ne sommes pour rien dans ces drames. Après cela, il y aura d'autres œuvres, bien sûr. Nous sommes devant un problème de société. Les comportements du genre humain sont imprévisibles. Il faut reconnaître que tant que la Terre existera, il y aura toujours des conflits. Il y aura d'autres guerres. On fera la paix, on recommencera. Loin de moi l'idée de penser que les guerres sont une fatalité, qu'elles sont incontournables. On peut les contourner. Les avancées de la science nous permettent de prévoir et d'anticiper dans bien de domaines. On doit donc prévoir les conflits, les endiguer avant qu'elles n'éclatent. Il faut donc tuer les conflits dans l'œuf avant qu'elles n'éclatent. Et ça, à cette tribune de l'UNESCO, un illustre personnage, ambassadeur, je vais citer Amadou Hampâté-Bâ, en a parlé sans que personne. C'est pour ça que je vais enlever cette veste pour me draper maintenant dans la peau d'Hampâté-Bâ pour vous dire ce qu'il a dit ici à cette tribune de l'UNESCO il y a quelques années. Il y a quelques années, donc, Hampâté-Bâ avait dit ce petit conte devant des chefs d'État rassemblés: il n'y a pas de petite querelle. Il n'y a pas de petite querelle comme il n'y a pas de petit incendie. Je voudrais que vous m'excusiez, vous qui êtes conteuse
Voilà. Et pour vous imiter un tout petit peu, dans un petit village, il y avait un chef de famille. Un chef de famille qui vivait avec son chien. Il avait un bouc, il avait une poule, enfin un coq, il avait un bœuf et il avait aussi un cheval. Mais sa vieille mère était très malade et couchée dans sa case. Et ce monsieur, on vient de lui annoncer, ce père de famille, on vient de lui annoncer qu'un autre chef de famille est décédé. À cette époque-là, on comptait encore en jours et en nuits. On ne comptait pas encore réellement les heures. On disait que ce village se situait à 7 jours et 7 nuits de marche de son village. Il fallait donc qu'il aille au funérailles. Avant de partir, cet homme va voir donc sa mère qui était couchée dans la case, qui va lui dire « Mère, je dois aller au funérailles d'un chef coutumier qui est décédé à 7 jours et à 7 nuits de marche de l'autre village. » Et sa mère, très malade, couchée, lui dit « Mon fils, va-t'en et reviens vite. Tu sais que je suis très malade. » Et donc le fils, avant de partir, dit à sa mère « Ne vous inquiétez pas, maman, je vais demander au chien de te surveiller et tout se passera bien. » Alors, avant de partir, le chef de famille appela le chien. Il lui dit ceci: « Chien, tu vas veiller sur ma mère qui est malade. Tu resteras assis devant cette porte. Si tu entends un bruit, quel que soit le bruit que tu entendras, tu pourras appeler le coq, le bouc, le cheval ou le bœuf. Mais toi, tu ne bougeras pas de ton lieu. Tu resteras toujours ici, gardien de cette maison. » Le chien acquiesça la tête et le chef de famille lui caressa la tête et s'en alla. 2 jours après qu'il fut parti, le chien entendit un bruit dans la case. Le chien voulait se lever pour aller voir, mais il se rappela que le chef, son maître, lui avait dit « Ne bouge pas, il faut que tu appelles les autres habitants de la maison. » Alors le chien, voyant passer le coq, l'appela « Coq, viens ici. » Le coq lui demanda « Mais que me veux-tu, chien ?» Il dit « Mais viens, il faut que tu ailles voir dans la case de la mère, la case où dort la mère malade du chef, et j'entends un bruit. Et tu pouvais donc pas aller voir toi-même ?» lui dit le coq. « Mais non, mais moi je dois rester à mon poste, je dois rester là, je ne dois pas y bouger. » Alors le coq rentra fâché dans la case. Quand le coq rentra, il fut surpris de voir qu'il y avait 2 lézards dans le plafond qui se battaient. Il fut encore plus fâché, le coq, en sortant, en disant « Tu m'as dérangé pour rien, ce n'était que 2 lézards qui se battaient. » Alors le chien lui dit « Mais c'est parler vite, il n'y a pas de petite querelle, comme il n'y a pas de petit incendie. » Mais le coq était déjà parti, préoccupé à picorer les gars dans la basse-cour, il était déjà parti. Le lendemain, le chien entend encore le bruit. Et en voyant passer le bouc, il lui dit « Bouc, viens ici. Il y a 2 lézards qui se battent dans le plafond de la case où dort la mère malade du chef. Hier, je l'ai dit au coq, il n'a pas voulu les séparer. Toi au moins, je sais que tu es plus sage, tu iras. » Mais le bouc lui dit « Mais chien, tu me prends pour qui? Si ce vaurien de coq qui réveille tout le monde à l'aube n'a pas voulu aller séparer des lézards qui se battent, c'est pas moi le plus agile de cette maison. Moi qui peux sauter, je peux faire 5 bonds en retombant sur mes pas. Tu me demandes d'aller séparer des vulgaires petits vauriens de lézards, mais alors tu me prends pour qui? Enfin, les lézards, on les appelle les magouillants. Et donc, le bouc s'en alla. Le bouc ne voulut pas obéir. Et le lendemain, le bruit continuait. À ce jour-là, le chien voit passer le cheval. Le chien lui raconte cette histoire. Et il faut qu'il vienne encore séparer ces lézards, parce que le chien l'a dit déjà au coq, le coq n'a pas voulu. Il a dit au bouc, le bouc n'a pas voulu. Ah mais le cheval, lui, au moins il voudra. Mais le cheval, un élégant cheval, qui vient se planter devant le chien, lui dit « Tu me prends pour n'importe qui. Moi, un pur sang qui ne suis monté que par des princesses et des rois, me demander d'aller séparer des vulgaires lézards qui se battent. Mais tu n'y penses quand même pas. » Et le cheval était déjà parti, élégant sur ses pattes, avec sa crinière au vent, il était déjà parti. Si bien que le 5e jour, ça commençait, le bruit commençait, et le chien qui voit passer le bœuf, ce
qu'on appelle le zébu chez nous, le cornu, le plus fort. Il voit passer et il lui dit, mais bœuf, s'il vous plaît, vous pourrez venir ici parce qu'il y a 2 lézards qui se battent dans le plafond ou dans la même manade du chef. Vous savez, il n'y a pas de petite querelle, comme il n'y a pas de petit incendie. Alors, mais vous, au moins... Alors, le bœuf lui dit, mais j'ai entendu déjà cette histoire-là. Tu l'as déjà dit au coq, il n'a pas voulu. Tu l'as dit au bouc, il n'en a pas voulu. Et tu l'as dit au cheval, c'est quand même pas moi le plus fort, le plus cornu, le plus robuste ici, qui va me lever pour aller faire quoi que ce soit. Alors le bœuf s'en alla. Le chien désemparé était assis dans ses pensées lorsqu'il voit les flammes, la case en feu. En réalité, les lézards se battaient tant et si bien qu'ils perdaient l'équilibre et tombaient sur la lampe à pétrole qui était à côté du lit. La mèche enflamma le lit, et le lit, en s'enflammant, enflamma ensuite la case. Les autres villageois qui jusque-là n'avaient pas levé le pouce, en voyant les feux et les flammes, sortirent. Avec le seau, à force de solidarité, ils réussirent à éteindre les flammes et à extraire la mère malade, très brûlée en plus, mais pas encore décédée. Alors, on fit venir le génie, le devin, guérisseur du coin, et on lui demanda, que faut-il faire? Alors, le devin lança ses coris, regarda le ciel, regardait la terre, et il dit, ah ben oui, mais c'est grave. Pour cela, pour que je puisse fabriquer ce médicament, il faut du sang de coq. Il faut du sang de coq. Mais justement, le chef avait un coq. Alors, on attrapa le coq. Avant qu'on ait eu le temps de l'égorger, le coq eut la lucidité de dire, chien, tu avais vraiment raison. Il n'y a pas de petite querelle, comme il n'y a pas de petit incendie. Et le coq fut égorgé. Avec le sang, on essaya de fabriquer les médicaments. Mais c'était peine perdue. La mère était beaucoup trop malade et rendit l'âme. Quand la mère rendit l'âme, il fallait aller chercher le chef. Le chef était à 7 jours et 7 nuits de marche, donc très loin. Il fallait aller vite. Vous avez compris qu'il y avait que le cheval qui pouvait courir aussi vite. Alors, un jeune homme enfourcha le cheval et directement au galop, sans passer par le trou. Et il alla tellement vite que le chemin que l'homme avait parcouru en 7 jours et en 7 nuits de marche, le cheval le fit seulement en une demi-journée. Quand il arriva là, et que le chef fut averti qu'il y avait ce danger, et il y avait un drame dans la famille, le chef enfourcha le même cheval, et voilà que le cheval va devoir parcourir le chemin qu'il a fait difficilement en une demi-journée, avec cette fois-ci deux cavaliers sur son dos. Le cheval courut tellement vite, en arrivant au village, il écumait, il l'embavait, et il tomba. Avant de rendre là, le cheval eut le temps de dire au chien qui était là, chien, tu avais vraiment raison. Il n'y a pas de petite querelle, comme il n'y a pas de petit incendie. C'est ainsi que le cheval rendit là. Alors, dans ces événements-là, vous savez, mesdames, messieurs, que lorsque il y a un drame aussi important, il faut ouvrir la tombe dans nos villages. Pour ouvrir la tombe, il faut sacrifier un bouc. Alors, on appela des jeunes gens qui couraient après le bouc. Désespérément, ils attrapaient le bouc, qui envoya le chien. Il dit, chien, tu avais vraiment raison. Il n'y a pas de petite querelle, comme il n'y a pas de petite incendie. Et le bouc fut égorgé avec son sang, on ouvrit symboliquement la tombe et on enterra la pauvre vieille mère. Quand la mère fut enterrée, vous savez, chez nous, on laisse passer 40 jours. 40 jours après le décès d'une personne aussi importante. Après, on invite toutes les personnes qui étaient aux funérailles et tous ceux qui n'ont pu venir parce qu'ils ont péché, on les invite pour célébrer une fête, en fait, une grande fête pour exorciser les mauvais sorts. Et dans ces conditions, vous savez, mesdames et messieurs, qu'on mange beaucoup. Et quand on mange beaucoup, il faut beaucoup de viande. Et mais c'est plus que le bœuf. À Makori, puisqu'il vivait à Makori, à Abidjan, on l'appelait le sage de Makori. J'ai eu la chance de le rencontrer avant son décès. Je vous remercie de m'avoir écouté.